Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Laura et chaque samedi à 14 h, je vous propose un tutoriel, des bons plans et astuces couture. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau format sur ma chaîne puisque je pense que dans notre garde-robe, on a tous des vêtements du quotidien auxquels on ne fait plus trop attention mais qui pourtant ont des histoires incroyables à raconter. Le concept de ce format est donc de choisir un vêtement que l'on a tous dans notre garde-robe et de revenir sur son histoire depuis sa création, mais aussi sur l'impact qu'il a pu avoir sur la société, parce que vous allez voir, certains vêtements sont devenus de véritables symboles, voire même ont changé le cours de l'histoire. J'aborderai également tout le processus de production du vêtement en question, ainsi que les enjeux qui l'entourent aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ce nouveau format de vidéo vous plaît ou non, et si oui, quels vêtements vous aimeriez que je décrypte. J'ai déjà pensé un petit peu aux trench, aux bombers, la mini-jupe, le smoking, mais il y a un tas d'autres vêtements qui mériteraient aussi d'être mentionnés, donc dites-moi en commentaire lesquels vous aimeriez voir en priorité. Je vous propose de commencer cette série par un vêtement qu'on ne présente plus, le jean. Alors je vous dis le jean, mais en réalité ce serait plutôt les vêtements en denim de manière générale. On en possède tous au moins un article dans notre garde-robe et croyez-moi, le jean a beaucoup de choses à raconter. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur son histoire, son impact culturel. Il me semble également important de vous présenter les dessous de la production d'un jean et l'impact que cet article peut avoir aujourd'hui à la fois sur l'environnement et sur l'humain. Mais ne vous inquiétez pas, je conclurai la vidéo sur toutes les bonnes pratiques que vous pouvez adopter pour bien choisir votre jean en prêt-à-porter ou votre denim si vous préférez acheter le tissu brut et le travailler vous-même. Assez discuté, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et pour ça, on va commencer par remonter un petit peu le temps. Notre histoire commence au XVIe siècle en Italie dans la ville de Gênes. À cette époque-là, Gênes est une ville particulièrement dynamique en Europe, notamment grâce à son commerce maritime. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est tout simplement parce que les voiles de bateau ainsi que les uniformes des marins de cette époque étaient faits dans un tissu en mélange de coton et de lin qui pourrait en fait s'apparenter au velours côtelé qu'on connaît aujourd'hui. La ville de Gênes exporte ce textile à travers l'Europe, si bien qu'il va arriver jusqu'en France, où les tisserands de Nîmes vont se dire c'est quand même une activité sacrément lucrative, cette matière, ce serait pas mal si on arrivait à la reproduire et à en faire commerce nous-mêmes. Pendant de nombreuses années, ces tisserands vont donc tenter de reproduire cette fameuse matière venue de Gênes, sans succès. Il faudra attendre un siècle avant qu'ils mettent au point un textile composé de laine et de soie qui s'apparente beaucoup plus au denim que l'on connaît aujourd'hui. Mais d'ailleurs, pourquoi cette appellation de denim? Eh bien, ce serait tout simplement un anglicisme. Voilà, des anglo-saxons qui seraient venus, auraient vu cette matière et l'auraient appelée la matière de Nîmes, mais avec leur accent, ça aurait plutôt donné quelque chose comme denim. Cette matière est donc révolutionnaire parce qu'elle est super résistante, peu salissante, en plus plutôt abordable en termes de prix. Donc ça devient très vite un textile privilégié par les paysans ainsi que les bergers. Mais alors qu'est-ce qui fait que ce tissu a toutes ces propriétés assez incroyables pour l'époque? Eh bien c'est tout simplement son mode de tissage. Alors pour faire très court, il existe 3 modes de tissage, 3 armures. L'armure toile, sergé et satin. L'armure toile est la plus traditionnelle qui consiste tout simplement à entrecroiser des fils à la verticale et à l'horizontale pour qu'ils se rencontrent en angle droit. Alors que le sergé, lui, est un mode de tissage à l'oblique. Donc voilà, là je vous ai fait vraiment la version très condensée, mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les armures, eh bien je pourrais vous faire une vidéo entièrement consacrée au sujet. Alors nous avons parlé du denim, mais qu'en est-il de notre fameux jean? Eh bien ça, il va falloir attendre les années 1800 pour que ce vêtement iconique soit inventé. Il va falloir quitter l'Europe pour passer de l'autre côté de l'Atlantique et même pousser jusqu'à la côte Pacifique où dans les années 1850 est installé un certain Lévi-Strauss. Ce nom vous dit sans doute quelque chose. Eh bien à l'époque, notre cher Lévi-Strauss détient une entreprise de textile à San Francisco. Parmi les textiles qu'il propose, il vend bien évidemment du denim. Jusque-là, rien d'exceptionnel pour l'époque, si ce n'est qu'il se passe quelque chose d'un petit peu inhabituel aux États-Unis à cette période-là, et c'est la ruée vers l'or. Lévi-Strauss est malin, il voit tous ses nouveaux clients arriver, il se dit que ce serait peut-être bien d'essayer de leur vendre un petit peu de marchandises. Il leur propose donc des toiles de tente ou des bâches en denim,
puisque la résistance de cette matière est très adaptée aux conditions assez rudes dans lesquelles travaillent les chercheurs d'or. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter sur Jacob Davis, qui est un tailleur et client de Lévi-Strauss, et qui voit donc ce dénime, les chercheurs d'or, et dans sa tête ça fait clic, il se dit qu'il faut qu'il taille un pantalon dans cette matière ultra résistante, et qu'il y ajoute des rivets aux endroits stratégiques pour solidifier encore plus le vêtement. C'est donc l'apparition du premier jean. Ce vêtement de travail rencontre un franc succès chez les chercheurs d'or, mais aussi chez les bûcherons et les mineurs de l'époque. Si bien qu'une vingtaine d'années plus tard, Jacob Davis se dit que quand même, il tient peut-être une invention intéressante, et il se rend donc chez Lévi-Strauss, lui explique que voilà, il est très content de la toile que ce dernier lui fournit, qu'il a eu l'idée d'en faire des pantalons, que le business marche plutôt bien, et qu'il serait donc intéressant que les deux s'associent, se partagent le gâteau, mais déposent un brevet. Lévi-Strauss accepte, et en 1873, les deux hommes déposent un brevet sur leur pantalon de travail. Mais alors à quel moment a-t-on commencé à qualifier ce pantalon de jean? Alors la période exacte n'est pas très claire, mais on pense que l'appellation vient en réalité de la teinture que Lévi-Strauss utilisait pour teindre sa toile. Pour lui donner donc cette couleur bleu indigo, il utilisait un bleu de gêne. Vous me voyez venir, c'est en réalité un petit peu la même histoire que pour le denim, sauf que cette fois c'est de gêne. Et avec l'accent américain, ça aurait donné quelque chose comme de jeans qui aurait évolué en jeans. Alors à l'époque, le look Levi's était quand même un petit peu éloigné de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'était des coupes de pantalon très larges, une martingale au dos pour resserrer le pantalon, des boutons pour pouvoir éventuellement y ajouter des bretelles. C'est aussi à cette époque qu'ont commencé à apparaître les passants de ceinture, qui était une vraie innovation. Levi's a également contribué à faire évoluer la braguette boutonnée vers une braguette à fermeture éclair. Et bien évidemment, le pantalon comportait de nombreuses poches, sans doute plus qu'aujourd'hui. Et Levi's a eu l'idée, pour renforcer les poches plaquées à l'arrière des jeans, de créer une surpiqûre orange en forme de double arc, qui existe encore aujourd'hui et qui est vraiment l'emblème de la marque. Donc je pense que ce n'était pas innocent, c'était pas simplement une question de renfort, mais aussi un petit début de création d'identité de marque. Pendant un peu moins de 20 ans, Davis et Strauss sont donc les seuls à pouvoir commercialiser ce pantalon en denim, tandis que leurs concurrents essayent tant bien que mal de suivre la cadence en proposant quant à eux des salopettes. En 1890, le précieux brevet de Jacob Davis et Lévi-Strauss arrive à expiration. C'est donc l'entrée sur le marché et le business très lucratif du jean de nombreuses marques concurrentes, comme par exemple Wrangler ou Lee Cooper, qui existent encore aujourd'hui avec Levi's. Vous en savez maintenant un peu plus sur l'origine du jean, son histoire, mais alors comment est-ce que ce vêtement à la base destiné aux ouvriers, aux mineurs, a-t-il fait pour se retrouver sur les podiums les plus sélects du monde? Il faut attendre les années 20-30 avant que le jean débarque au sein de la population. Ce sont d'abord les étudiants ainsi que les artistes qui ont commencé à le porter. Les stars hollywoodiennes de l'époque ont aussi grandement contribué à populariser le jean. Je pense notamment à l'actrice américaine Carole Lombard qui a porté le jean et dont le style a inspiré un grand nombre de femmes. Dans les années 30, le magazine de mode Vogue ira même jusqu'à qualifier le jean de chic occidental. C'est donc la validation suprême pour ce vêtement que à l'origine rien ne prédestinait à devenir tendance. En Europe, il faudra attendre les années 40 avant de voir débarquer le jean en même temps que les soldats américains après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, le jean connaît un revirement de popularité. C'est le mouvement des blousons noirs qui monte petit à petit aux États-Unis. Donc ce mouvement, c'est le symbole de la jeunesse contestataire, rebelle, borderline délinquante, qui arbore donc ces blousons noirs avec un jean. Les acteurs Marlon Brando et James Dean contribuent à populariser ce mouvement avec leurs films. Eux aussi revêtissent le jean. Le chanteur de rock Elvis Presley, qui fait beaucoup parler de lui à cette époque, est aussi un adepte du denim. Grâce à ses personnalités, le jean devient le vêtement cool par excellence, mais aussi très sulfureux. Sa réputation de pantalon de bad boy conduira à son interdiction dans de nombreux lycées et collèges de l'époque. Vous l'aurez compris, le jean a du caractère, c'est sans doute pour ça qu'il va aussi devenir le vêtement privilégié des militants. On le verra aussi bien sur les jeunes français durant mai 68 que sur les américains pacifistes qui militent contre la guerre du Vietnam, ainsi que les hippies.
Les féministes s'emparent également de ce vêtement comme symbole de l'égalité des sexes. D'ailleurs, petite anecdote à ce sujet, il faudra attendre les années 80 pour que Levi's sorte son premier jean destiné aux femmes. Avant cela, eh bien, c'était des jeans principalement destinés aux hommes ou alors unisexes. Dans les années 80, c'est la première fois que des designers de renom vont s'intéresser aux jeans. Je pense par exemple à Fiorucci ou à Gloria Vanderbilt qui vont sortir des modèles de jeans iconiques. Il y a bien évidemment aussi Calvin Klein qui va d'ailleurs être le premier designer à faire monter le jean sur un podium. Le succès commercial du jean est colossal, tout le monde le porte dans les années 80 et les marques continuent quand même de surfer sur son image un petit peu sulfureuse. Je pense par exemple aux campagnes publicitaires de Guess avec Claudia Schiffer ou encore celle de Calvin Klein avec Brooke Shield. Dans les années 90, c'est au tour de Versace, Dolce & Gabbana ou encore Dior de s'insérer sur le marché du denim. C'est aussi l'époque du mouvement hip-hop, le jean se veut donc baggy. Les années 2000 marquent selon moi l'apogée absolue du jean, étant donné que c'est la mode des total look denim, notamment popularisée par Britney Spears ou Paris Hilton, les hit girls de l'époque, qui vont rendre le jean taille basse très populaire. Dans les années 2010, le jean se rapproche du corps, il se veut slim ou skinny comme une seconde peau. On l'aime également délavé et troué, c'est l'apogée de la marque Diesel. Aujourd'hui, on observe un vrai retour aux sources en termes de style, avec des dénimes foncés, des coupes plus droites, bien plus proches de ce que pouvaient porter les chercheurs d'or à l'époque, même si on est sur des modèles qui sont quand même plus travaillés et un petit peu plus saillants. On observe également un vrai engouement autour du vintage, donc tous ces jeans 501 Levi's des années 80 retrouvent une seconde jeunesse dans les friperies. Malgré les controverses qu'il a pu susciter, le jean a réussi à s'imposer dans chacune de nos garde-robes. On le retrouve partout dans le monde, dans toutes les classes sociales, et il a su résister à l'évolution de la mode, ce qui en fait incontestablement un vêtement iconique. Le créateur Yves Saint Laurent prononcera d'ailleurs cette phrase lors d'une interview: « Je n'ai qu'un regret, celui de ne pas avoir inventé le jean. Ils ont du caractère, de la modestie, du sex appeal, de la simplicité. Tout ce que je souhaite pour mes vêtements. » Maintenant que vous connaissez l'histoire du jean ainsi que son influence culturelle, je vous propose de nous intéresser à son mode de fabrication. Alors tout d'abord, un jean, de quoi est-ce que c'est composé ? Eh bien, si vous regardez justement les jeans des années 80 qu'on peut retrouver aujourd'hui en friperie, généralement ils sont composés à 100% de coton. Mais aujourd'hui, pour obtenir les jeans stretch, donc nos jeans slim ou skinny, il faut forcément mélanger de l'élastane, donc ce dérivé du pétrole qui permet de donner l'élasticité au tissu. On retrouve également des empiècements en cuir ainsi que des rivets en métal ou en plastique. La fabrication d'un jean nécessite l'intervention de beaucoup d'acteurs qui sont mondiaux. Donc pour illustrer un petit peu ça, je vous propose de regarder cette carte sur laquelle nous allons retracer le parcours d'un jean. Premièrement, il faut cultiver et récolter le coton qui reste la fibre principalement présente dans la composition du denim. Ces boules de coton vont ensuite être filées. Puis il va falloir teindre ces fils pour leur donner cette couleur bleue si caractéristique. Une fois la fibre teinte, elle est prête à être tissée pour former la toile de denim. Cette toile peut possiblement être embellie ou anoblie. Le textile est prêt, les vêtements peuvent donc être découpés et cousus. Une fois les vêtements assemblés, ils peuvent passer par l'étape du finishing, c'est-à-dire qu'on va apporter encore une finition supplémentaire. C'est par exemple à ce moment-là que les jeans vont être délavés. Nos articles en denim sont maintenant totalement terminés, ils vont donc être vendus en gros aux marques à travers le monde entier qui vont ensuite revendre ces articles au détail aux consommateurs, c'est-à-dire nous. Alors je ne me vois pas vous parler du jean sans mentionner sa dimension écologique parce qu'aujourd'hui on sait que c'est un vêtement qui a un vrai impact. Je vous l'ai dit, il est omniprésent dans notre société, donc je pense qu'il est important de se rendre compte de tout ce qui se cache derrière. Alors sachez que dans cette partie, je ne veux absolument culpabiliser personne. J'ai été moi-même consommatrice de fast fashion pendant de nombreuses années jusqu'à ce que j'ai une prise de conscience grâce bien aux informations que je vais vous donner aujourd'hui. Je pense que vous allez peut-être apprendre certaines choses, certaines pratiques que vous ignoriez. Alors elles sont pas très positives, mais ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter les solutions qui existent pour contourner ou essayer de résoudre au maximum ces problèmes. Comme vous avez pu l'observer sur la carte, le jean fait quand même un sacré bout de chemin avant d'arriver dans nos armoires. Il peut parcourir jusqu'à 65 000 km. Autant vous dire que nos vêtements voyagent bien plus que nous voyagerons dans toute notre vie.
Le problème avec ça, c'est bien évidemment l'empreinte carbone. Un jean, ça représente entre 20 et 40 kg de CO2 par vêtement. Et pour vous donner un ordre d'idée, un vol Paris-Londres, c'est 50 kg de CO2 par personne à peu près. Sauf qu'on sait que dans un avion de touriste, il y a aux alentours de 200 personnes à peu près, peut-être même moins que ça parfois. Mais dans un avion cargo, on n'a pas 200 jeans, on en a des tonnes et des tonnes. Donc l'impact est vraiment énorme. Et à quoi ça correspond ce CO2? Eh bien, c'est un peu toute la chaîne de production. C'est à la fois la culture du coton, par exemple les machines agricoles, ça va être la filature, l'ennoblissement, l'électricité pour les machines à coudre, enfin ça regroupe vraiment tout dans les étapes de la production d'un jean. Et bien évidemment, tous les voyages par avion. En plus de leur impact carbone, les jeans sont des vêtements extrêmement gourmands en eau. Pour vous donner une idée, la fabrication d'un jean nécessite entre 7000 et 10 000 litres d'eau. Alors comment ça se fait? C'est en partie dû au lavage, à l'ennoblissement, à la teinture, mais surtout à la culture du coton. Ça pourrait ne pas être un problème, sauf que paradoxalement, le coton adore les zones arides et ne pousse que en Australie, en Afrique du Sud, en Turquie ou encore en Inde. Et ce sont des pays qui chaque année connaissent des épisodes de sécheresse et où l'eau potable se fait rare. Donc vous comprenez bien où se trouve le problème. En plus d'être gourmand en eau, le coton, comme beaucoup de plantes, est sensible aux insectes, aux champignons et autres maladies. Mais la demande mondiale en coton est tellement importante que les fermiers se retrouvent obligés d'utiliser des pesticides de façon intensive parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre une partie de leur récolte. 82% du coton aujourd'hui cultivé est OGM, donc génétiquement modifié, pour mieux résister justement aux maladies et aux insectes. Mais ça ne suffit pas, il faut quand même en complément utiliser des engrais et des pesticides. Comme je vous le disais tout à l'heure, le coton ne pousse pas en Europe, il pousse dans des pays où la législation sur les pesticides est beaucoup plus souple. Par exemple, l'Inde, qui n'est autre que le premier producteur de coton mondial, eh bien autorise encore aujourd'hui le diéthion, qui est un pesticide qui a été interdit en Europe en 2002 parce qu'il a été prouvé que cette substance est hautement toxique et potentiellement cancérigène. Alors bien évidemment, c'est dramatique pour les agriculteurs et les agricultrices qui sont en contact avec cette substance tous les jours dans les champs de coton, mais aussi pour la population locale parce qu'il a été prouvé que les personnes habitant aux alentours d'exploitation de coton développaient beaucoup plus de maladies cardiovasculaires, de cancers et que le taux de mortalité de manière générale était plus élevé que dans le reste du pays. Et sans aller chercher si loin, je vous laisse imaginer que si un jean est composé à 98% de coton cultivé au diéthion, eh bien quand il va arriver dans votre armoire, il y a de fortes chances pour qu'il y ait encore des traces de cette substance chimique dans le vêtement. La solution, ce serait donc le coton biologique, mais aujourd'hui ça ne représente que 1% du coton qui est produit mondialement. La teinture traditionnellement utilisée pour les jeans est l'indigo, mais bien évidemment face à l'ampleur de la demande mondiale, il n'y a pas assez de plantes d'indigo pour fournir tout ça. Donc aujourd'hui, les teintures sont majoritairement chimiques. Ce sont des produits de synthèse qui peuvent contenir du chlore ou des métaux lourds. Donc c'est pas terrible. Et en plus de ça, aujourd'hui on sait que pas mal de ces produits sont rejetés dans la nature, notamment en Asie du Sud-Est. Alors sur une note plus positive, l'industrie du denim a créé énormément d'emplois à travers le monde et ça c'est super. Aujourd'hui on sait que en Amérique du Nord, en Europe ou au Japon, les conditions de travail sont extrêmement surveillées et régulées, mais la main d'œuvre est aussi beaucoup plus chère. Donc les dénims qui sont tissés et assemblés dans ces pays sont forcément bien plus coûteux et généralement destinés au prêt-à-porter de luxe. Tandis que les articles en denim produits en Asie, en Afrique du Nord ou encore en Amérique du Sud sont eux plutôt destinés à la fast fashion. On sait qu'il est beaucoup plus difficile de réguler ou surveiller les conditions de travail dans ces pays-là et ça donne lieu forcément à des dérives. Je pense notamment à la catastrophe du Rana Plaza qui a coûté la vie à des milliers de personnes et qui a mis en lumière les pratiques de certaines enseignes de fast fashion qui sont plus que douteuses. Certaines pratiques sont encore autorisées, notamment en Inde ou en Asie. Je pense par exemple au sablage. Alors le sablage, ça consiste à envoyer des particules abrasives à forte pression sur un vêtement ou un textile pour le délaver tout simplement, en fait, pour par exemple donner au jean un aspect vieilli qui naturellement prendrait des années avant d'apparaître. Et donc le problème de ce procédé, c'est qu'il projette des particules qui sont très fines et très volatiles et qui vont se loger dans les poumons et créer des irritations, voire des cancers.
Cette pratique est interdite dans les pays occidentaux ainsi qu'en Turquie depuis 2009. Mais alors, faut-il absolument renoncer à notre façon de nous habiller aujourd'hui? Eh bien, heureusement non. Il y a des évolutions techniques, je pense notamment au laser qui permet de délaver les jeans, mais sans utiliser d'eau, sans produits chimiques et sans danger pour les travailleurs. Donc ça c'est quand même génial et ça prouve qu'on peut trouver des alternatives à tout ça. Maintenant que vous savez tout ça, si ça vous a donné envie d'agir à votre échelle, eh bien voici quelques petites pratiques que vous pouvez essayer d'incorporer dans votre quotidien. La prochaine fois que vous irez faire du shopping, cherchez les matières durables, donc soit des matières écologiques ou recyclées. Il existe d'ailleurs tout un tas de matières naturelles autres que le coton qui sont moins connues et un petit peu boudées. Je pense par exemple au chanvre, au lin, au lyocell ou encore à la viscose biologique. J'aimerais d'ailleurs vous faire une vidéo sur le chanvre parce que c'est une matière qui a mauvaise réputation, qui est assez méconnue, alors que pourtant elle a des propriétés incroyables. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Deuxième chose, cherchez les certifications. Il existe de plus en plus de labels qui sont là pour aider le consommateur à y voir un petit peu plus clair et gagner en transparence parce que c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Donc je vous ai listé quelques labels qui sont très intéressants. Si vous voulez vous renseigner un peu plus précisément sur chacun d'entre eux, je vous invite à le faire très volontiers. Malheureusement, je ne peux pas vous en parler en détail de tous parce que je pense que cette vidéo va déjà être très longue, mais il y en a deux que je voulais mentionner. Le premier, c'est le label GOTS, donc qui lui assure une matière biologique, traçable et répond à des critères à la fois environnementaux et sociaux très stricts. Donc c'est un des labels les plus exigeants sur le marché actuellement. Et ensuite, il y a aussi le label OCS qui lui assure que votre vêtement ou votre tissu est dépourvu de produits chimiques dangereux. Alors sachez qu'il n'y a pas que les vêtements finis qui peuvent être certifiés avec ce genre de label, il y a aussi les teintures, donc même si c'est difficile malheureusement d'avoir accès aux informations à l'heure actuelle sur les teintures, mais il y a aussi les tissus. Et donc ça, pour vous qui faites de la couture, a priori, c'est super intéressant la prochaine fois que vous irez dans un magasin de tissus, de regarder un petit peu les étiquettes et de chercher à la fois les matières biologiques, mais aussi certifiées GOTS. Troisième conseil, privilégiez les jeans bruts plutôt que les jeans délavés. Vous savez pourquoi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de jeans qui sont délavés au laser. Donc si jamais vous voyez que c'est écrit sur l'étiquette, eh bien allez-y, faites-vous plaisir. Sachez aussi que vous pouvez très facilement délaver votre jean vous-même sans danger. Il suffit d'acheter un jean brut, soit de s'armer de beaucoup de patience et d'attendre qu'il se délave naturellement, soit d'aller acheter un papier ponce que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage pour quelques euros et de frotter votre jean avec aux endroits que vous souhaitez délaver. Essayez aussi de privilégier les jeans 100%, c'est-à-dire des jeans qui sont composés à 100% de la même fibre. Ça peut être du 100% coton, mais aussi du 100% polyester. Je pense par exemple au cas de 1083 qui a créé le jean infini. Donc si vous ne connaissez pas la marque 1083, je vous invite très fortement à aller jeter un coup d'œil. Ce qu'ils font est vraiment très intéressant. Donc le principe de ce jean, c'est que vous l'achetez en boutique, vous le portez et le jour où vous considérez qu'il est trop usé, que vous ne pouvez plus le mettre, et bien ce jean est consigné. Donc vous le rapportez au magasin, ils vous reversent même un petit peu d'argent il me semble, et eux ils vont recycler votre jean et le remettre à neuf pour qu'il soit vendu à quelqu'un d'autre par la suite. Donc c'est vraiment un cercle vertueux, c'est un petit peu les pionniers à pousser le recyclage aussi loin, donc je trouve ce concept très intéressant. Pour vous donner un autre exemple d'une marque française qui agit, je pense à Balzac Paris qui a banni les rivets de ses jeans pour justement faciliter leur recyclage. Nous l'avons vu, nos jeans peuvent parfois faire le tour du monde, donc essayez de privilégier au maximum les circuits courts, le Made in France idéalement. Là encore, je vais citer 1083. Si vous ne connaissez pas le concept de la marque, leur nom vient du fait que le créateur avait pour ambition d'avoir une chaîne de production ne dépassant pas un rayon de 1083 km. Donc là, on est bien loin des 65 000 que nous avons vus tout à l'heure. De plus en plus de jeunes marques proposent la précommande, et ça c'est un concept très intéressant si vous voulez acheter un jean. Alors certes, vous n'allez pas l'avoir immédiatement ou le recevoir 24 heures plus tard. Il faut parfois attendre un mois ou deux, mais c'est un super concept pour les marques, ça leur permet de ne pas avoir de stock, donc pas d'invendus et pas de gâchis. Avant-dernière bonne pratique, entretenez bien votre jean et ce que je vais vous dire risque de vous surprendre, il ne faut pas trop le laver. Il s'avère que nous lavons beaucoup trop nos vêtements de manière générale et surtout nos jeans. C'est le PDG de Levi's lui-même qui l'a dit. Il n'y a pas besoin de mettre son jean en machine toutes les semaines. Lorsqu'il est taché, vous enlevez simplement la tache à la main et vous pouvez tout à fait porter
porter votre jean pendant des périodes assez longues. Lui-même a certifié n'avoir jamais mis en machine le jean qu'il portait sur lui et qu'il avait apparemment acheté un an plus tôt. Alors si l'idée de ne pas laver votre jean pendant un an ne vous séduit pas, je peux le comprendre. Dites-vous simplement que laver un jean une fois par mois, ça suffit largement. Pas la peine de le laver toutes les semaines. Et si vous arrivez à espacer encore plus, eh bien tant mieux, c'est vous qui voyez. Dernier conseil, essayez au maximum d'éviter les enseignes de fast fashion de type Zara, H&M, Bershka, Stradivarius ou autres. Parce que dites-vous une chose, c'est que si vous ne payez pas le prix pour un vêtement, c'est que quelqu'un d'autre l'a payé à votre place. Alors je ne sais plus de qui est cette phrase exactement, mais je trouve qu'elle résume assez bien les choses. Alors je sais que c'est pas facile, que tout le monde n'a pas les moyens d'acheter plutôt du made in France, des pièces de meilleure qualité, mais là pour un jean, je trouve que c'est intéressant, étant donné que c'est un article qui ne se démode pas, que vous allez garder très longtemps parce que généralement c'est du solide, donc je pense que ça vaut le coup d'investir peut-être 100 € dans une paire, plutôt que d'acheter 4 ou 5 paires à 15 €. Le mot magique, selon moi, c'est quand même modération, c'est-à-dire que ne tombez pas non plus dans l'ultra culpabilité parce que vous avez acheté un truc chez Zara, c'est pas du tout ça. Le tout, c'est de rester modéré. Si vous y allez de temps en temps, c'est pas grave. Et voilà, essayez de mixer vos shopping entre des pièces de qualité, durables et quelques articles tendance pour vous faire plaisir de temps en temps. Alors si cette vidéo vous a donné envie d'investir dans un jean éco-responsable mais que vous ne savez pas vers quelle marque vous tournez, eh bien je vous invite à lire l'article de We Dress Fair que j'ai mis en barre d'infos. C'est un article regroupant 13 marques qui proposent un ou des jeans éco-responsables. De cette façon, vous pourrez vous faire plaisir tout en faisant du bien à la planète. Ma chaîne reste avant tout une chaîne de couture, donc je me doute que parmi vous, il y en a sans doute qui aimeraient réaliser eux-mêmes leur jean éthique, et ça peut vraiment être une superbe alternative. Mais c'est pas toujours facile de trouver un denim responsable. Eh bien j'aimerais vous parler d'une boutique de tissus qui a retenu mon attention. Il s'agit de la boutique Filetic. C'est avant tout une boutique en ligne. Alors Filetic propose une sélection de tissus écologiques et biologiques. J'ai rarement vu une enseigne aussi transparente en termes de traçabilité, c'est-à-dire qu'aussi bien sur leur site internet que en boutique sur les étiquettes des matières, vous pouvez voir d'où vient la fibre, où est-ce qu'elle a été teinte, où est-ce qu'elle a été tissée, et c'est rare d'avoir autant d'informations aujourd'hui. Donc moi en tant que consommatrice, ça me rassure et je trouve que c'est vraiment gage de confiance. En plus de ça, ils proposent énormément de tissus certifiés GOTS qui sont donc bons à la fois pour la peau, pour l'humain et pour l'environnement. En plus de ça, c'est une équipe qui porte de beaux projets puisque dans les années à venir, ils aimeraient être certifiés GOTS en tant que boutique. Donc ça voudrait dire qu'ils ne proposeraient qu'une sélection de tissus certifiés GOTS. Filetic soutient également la relocalisation des chaînes de production en France et en Europe pour privilégier les circuits courts. Vous trouverez le lien vers la boutique en ligne de Filetic dans la description de cette vidéo et je vous invite à aller faire un petit tour, vous ne serez pas déçus. Le denim est donc un tissu historique, fortement implanté culturellement à travers le monde. Il possède de nombreuses vertus, notamment sa résistance et sa capacité à s'embellir avec le temps, ce qui est quand même assez fou pour une matière textile. Mais le denim, et plus particulièrement les jeans, peuvent avoir un fort impact environnemental et humain. Il est donc de notre devoir d'essayer de consommer plus responsable et d'encourager l'innovation ainsi que les bonnes pratiques au quotidien. Ne m'en voulez pas si j'ai oublié certaines choses ou un petit peu survolé certains points dans cette vidéo. Il y a énormément de choses à dire sur le sujet et je pense que cette vidéo est déjà longue. Donc si jamais il vous reste des questions, des interrogations, et bien comme d'habitude, laissez-les en commentaire et j'y répondrai le plus rapidement possible. En tout cas, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. J'espère que ce nouveau format vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous le présenter. Et puis j'ai hâte de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle vidéo.